from French to Italian to perhaps, no, English. From French to Swedish, just for this very short introduction. So, thank you. The first panelist, le premier à parler, c'est Michal Krizikowski. C'est bien. Krizikowski. D'accord. Michal est directeur du Center for Critical Technology Studies à l'Université de Silesia Katowice et membre du collectif Internation Geneva 2020. Il est auteur de nombreux travaux sur la philosophie française contemporaine, notamment il a travaillé sur les figures de bataille sur lesquelles il a écrit un bouquin, et Jacques Derrida. Qu'est-ce qui se passe? Un bouquin. Oui, un livre. Oui, un livre assez important. Et il est actuellement à l'Institut de recherche et d'innovation auprès du Centre Pompidou. Il effectue en collaboration avec Bernard Ziegler son projet de recherche qui s'appelle Reconstituer l'Europe 2019 et au-delà. Il va nous parler sur le thème pour un nouveau rapport sur le savoir à l'âge de la computation généralisée. Merci. Merci pour cette introduction. Alors, avant de commencer, veuillez m'excuser si ma fatigue est visible, parce que, en fait, comme vous le savez peut-être, il y a une grève générale du chemin de fer en France, donc la plupart des trains ont été supprimés en Italie, donc je suis venu très tard dans la nuit, donc j'ai tout simplement sommeil. Hein. Ouais. Et pour l'instant, je ne sais pas comment faire pour rentrer à Paris, parce que tous les trains sont annulés, donc bon, on verra. En tout cas, l'objectif de ma communication stratégiquement est très simple, bien qu'elle porte sur un objet très complexe et s'inscrive dans un projet de recherche plus vaste, dont les contours, je ne pourrais que signaler ici d'une manière très générale. À partir de la première phrase de l'introduction de l'ouvrage de Lyotard, qui est le sujet de ce colloque, cette étude a pour objet la condition du savoir dans les sociétés développées. Il va s'agir de dire ce qu'il en est de cette condition du savoir, ainsi que du savoir lui-même 40 ans après, afin de jeter des bases pour un nouveau rapport sur le savoir. Tel serait d'ailleurs le sous-titre du livre que je suis en train d'écrire en polonais. Et si je devais me retraduire en français, ce sous-titre serait effectivement la condition de l'avenir, un nouveau rapport sur le savoir. Après coup, j'ai tendance à penser que l'on n'a pas suffisamment reconnu que l'étude de Lyotard était surtout un rapport sur le savoir, comme l'indique très clairement le sous-titre de la condition postmoderne. Par conséquent, quoique tant débattu dans les années 80 et 90, le rapport de Lyotard demeure un texte étrangement méconnu à bien des égards. Lyotard a publié son rapport au moment où la condition du savoir changeait de manière aussi spectaculaire qu'extensive à la suite du développement de la cybernétique et de la commercialisation du matériel informatique basé sur le circuit intégré inventé en 1958 par l'ingénieur américain Jack Kilby. La condition dite postmoderne, c'était surtout la condition du savoir. Et on l'a oublié un peu, j'ai l'impression. Le mérite de Lyotard est d'avoir nous fait comprendre que cette condition est désormais technologique. Or, il reste beaucoup à dire sur la manière dont il l'a fait, et ça sera justement le sujet de ma communication. Poser que la condition postmoderne est tout d'abord la condition du savoir,
c'est prendre ses distances à l'égard de la suite de la démarche de Lyotard, qui a décidé, dans l'introduction à son rapport, de nommer cette condition du savoir postmoderne, justement, en justifiant cette décision par le fait que, je rappelle, le mot est en usage sur le continent américain sous la plume des sociologues et des critiques. Fin de citation. Et il ajoute que ce mot désigne l'état de la culture après les transformations qui ont affecté les règles des jeux de la science, de la littérature et des arts à partir de la fin du XIXe siècle. Enfin, Lyotard précise l'objectif principal de son rapport ainsi. Ici, on situera ces transformations par rapport à la crise des récits. Or, pour redéfinir la condition du savoir dans son évolution de 1979 à 2019, il faut, à mon sens, récuser l'appellation qui lui a attribuée Lyotard et relire la condition postmoderne au-delà de tant de débats sur le postmoderne, ainsi que sur la crise des récits, jeux de langage, interprétation, linguistic term, post-structuralist term, French theory, etc. Alors, tous les débats que ce texte, que ce rapport a inspiré. Il ne m'est pas permis de le dire très clairement. La notion de postmodern est une invention purement américaine. Au même degré que French theory, qui demeure jusqu'à nos jours la condition de réception et le faux espace d'identification de la philosophie française pour un bon nombre de chercheurs. Cette malencontreuse identification de la philosophie française, dans son rapport organique, irréductible à la philosophie allemande, à la French theory, constitue à mon sens l'un des obstacles majeurs qui ne nous permettent pas de bien hériter de ce qu'on appelle philosophie post-structuraliste, ainsi que de suivre ses développements critiques, notamment avec les travaux de Bernard Stiegler et Catherine Malabou. J'oserais dire, pour provoquer un peu, que le postmodernisme américain a conquis l'esprit européen en même temps et en même degré que le néolibéralisme de l'école de Chicago, qui a envahi l'Europe après la crise pétrolière de 1973, ce qui nous a finalement conduit à ce qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme culturel. Nous devons prendre acte du fait que la production et la distribution du savoir théorique aux universités européennes a fait partie de ce devenir capitaliste du monde, afin de pouvoir même lire la condition postmoderne de manière critique, sans nous contenter d'une critique trop facile et un peu conjoncturelle de la postmodernité proposée par exemple par Bruno Latour, dont nous n'avons jamais été modernes. Latour fait une attaque assez féroce, entre autres, à Lyotard, dans ce texte. Il ne faut pas oublier que c'est Lyotard lui-même qui a vite compris que son choix de nommer la condition du savoir postmoderne avait été très malencontreux. On pourrait dire qu'il tentait par la suite de se démêler de cette affaire postmoderne qu'il avait inspirée de manière plutôt involontaire. Et je rappelle que dans le texte « Réécrire la modernité », qui fait partie de l'Inhumain, publié 9 ans après la condition postmoderne, il constate que la formule « réécrire la modernité » est, je cite, préférable en rubriques habituelles comme postmodernisme, postmoderne, sous lesquelles on place ce genre de réflexion. En plus, en se corrigeant et en se définissant comme le vieux philosophe continental, il précise qu'il vaut mieux réécrire la modernité que débattre du postmoderne, car cela permet d'éviter, je cite, la périodisation de l'histoire culturelle en termes pré et de post, d'avant et après. Lyotard retrouve cette périodisation vaine, je continue la citation, du seul fait qu'elle laisse inquestionner la position du maintenant, du présent, à partir duquel on est supposé pouvoir prendre une perspective légitime sur une succession chronologique. Fin de citation.
Et si l'on perd de vue ce maintenant, justement, dont le caractère est tout d'abord technologique, on se retrouve dans l'incapacité même de poser la question de l'avenir, s'il est vrai que l'avenir ne peut être ouvert qu'à partir du devenir, c'est-à-dire à partir du maintenant. Il n'est donc pas étonnant que la question de l'avenir ne se pose pas dans la condition postmoderne. La formule postmoderne ne permet pas de la poser comme telle, et cela constitue peut-être la plus grande faiblesse du texte de Lyotard, malgré la lucidité avec laquelle il analyse l'installation du système technique, avec le système capitaliste bien évidemment, le système économique, et la transformation sociale sans précédent que cette double installation provoque. Permettez-moi de citer le fragment du rapport lyotardien que je trouve fondamental pour comprendre où nous en sommes aujourd'hui et comment nous nous sommes y trouvés au cours de ces 40 dernières années. Alors je cite, « La véritable finalité du système, ce pourquoi il se programme lui-même comme une machine intelligente, c'est l'optimisation du rapport global de ses inputs avec ses outputs, c'est-à-dire sa performativité. Même quand ces règles changent et que des innovations se produisent, même quand ce dysfonctionnement, comme les grèves, justement, ou les crises, ou les chômages, ou les révolutions politiques, peuvent faire croire à une alternative et faire lever des espérances, il ne s'agit que de réaménagements internes et leur résultat ne peut être que l'amélioration de la vie du système, la seule alternative à ce perfectionnement des performances étant l'entropie, c'est-à-dire le déclin. » Fin de citation. À l'époque de l'Uber-clôture, nous vivons cette amélioration de la vie du système de manière absolue. Or, si c'est maintenant que la question fondamentale qui s'impose est celle d'avenir et des conditions sous lesquelles cet avenir est possible, c'est parce que nous découvrons, après coup, que l'amélioration de la vie du système n'est en fait que la dégradation de la vie telle qu'elle, dans toutes ses formes physiques, changement climatique, biologique, sixième extension de masse, informationnelle, post-vérité, et surtout psychosociale, c'est-à-dire l'apathie, l'addiction, la démotivation et le désespoir d'un avenir qui soit autre qu'une simple réforme du présent qui est devenu invivable. Cette amélioration systémique de la dégradation de la vie, pour ainsi dire, qui est en train de s'accélérer avec l'automatisation, a entraîné une crise généralisée des savoirs, savoir-vivre, savoir-faire, mais aussi savoir théoriser et savoir concevoir. C'est bien ça, la catastrophe planétaire est vécue de manière très concrète par nous tous et toutes, issue de l'état systémique que Lyotard a défini il y a 40 ans comme entropie. Avec le collectif Internation Geneva 2020, fondé à l'initiative de Bernard Stiegler, nous posons que l'augmentation générale de l'entropie constitue le problème fondamental de l'anthropocène, ce qui nous amène à nommer l'anthropocène avec un E, c'est-à-dire de l'entropie. Et élaborer des bases théoriques pour un avenir néganthropique, c'est-à-dire un avenir qui contienne de l'entropie négative, et anti-anthropique, qui est toujours possible, en fait, dans la mesure où l'humanité dispose de tous les moyens technologiques pour en ouvrir la possibilité. C'est face à cette entropie généralisée que la condition du savoir, que Lyotard a tenté de déterminer à son état incoatif, doit être pensée à nouveau frais, à partir et à l'intérieur de l'époque où ce n'est plus le bit comme unité d'information qui est en jeu, comme le discute Lyotard, pour ce qui est du devenir opérationnel du système technique, mais il s'agit des quantités de pétabits massifiés, algorithmisés, hors de tout contrôle politique et social. Et c'est pour cela
qu'il nous faut repenser le texte de Lyotard comme si son titre était « La condition du savoir » sans ce qualificatif postmoderne qui n'était après tout des circonstances et qui avait pour fonction d'inscrire le rapport d'un philosophe continental, d'un philosophe français, dans le contexte nord-américain. Et pour cause, il ne faut pas oublier que ce rapport lui-même était un texte des circonstances. Un texte que Lyotard a établi à la demande du président du conseil d'université auprès du gouvernement québécois. Philosophe français, Lyotard voulait donner du poids rhétorique à son analyse et l'inscrire dans les débats intellectuels de l'époque menés sur le continent américain et certainement pas en Europe où personne ne parlait du postmoderne, personne ne parlait du poststructuralisme. Je rappelle la première phrase du rapport. Cette étude a pour objet la condition du savoir dans les sociétés développées. On a décidé de la nommer postmoderne. Le mot est en usage sur le continent américain sous la plume des sociologues et des critiques. Que ce terme postmoderne, circonstanciel, ait pesé sur la réception du rapport lyotardien et les débats autour de la postmodernité qu'il aura provoqué, montre à quel point la perspective américaine a fini par s'imposer comme perspective globale. Et, enfin, je ne le dis pas pour un anti-américanisme quelconque. Il s'agit de constater les faits. Nous en sommes capables dans l'après-coup, je crois. Le problème est ailleurs, et il est plus profond. C'est que le débat intellectuel dans les États-Unis des années 1970 se caractérisait par un optimisme technologique incontestable et par conséquent présentait très peu de réflexions critiques à l'égard de la technologie au moment même où le mot « technology » s'imposait dans toutes les langues européennes en référant désormais au matériel, c'est-à-dire aux nouvelles technologies. Et c'est peut-être la raison pour laquelle l'époque dite postmoderne était l'époque de l'inculture technique. La technologie, telle que la pensait Gilbert Simondon par exemple, n'avait rien à voir avec la technologie, mais elle devait être la science des techniques, le logos des techniques. Bref, la condition dite postmoderne est devenue une question culturelle, même si elle devait être d'abord la question du savoir et des transformations technologiques que subit le savoir. C'est précisément pour cela que la condition postmoderne est un texte ambivalent. D'un côté, Lyotard prend acte de ces transformations de manière très perspicace et beaucoup de ses remarques sont toujours d'actualité. De l'autre côté, pourtant, les conclusions qu'il en tire sont datées dans une très large mesure et mon hypothèse est que c'est parce qu'il s'est décidé à poser la question de la condition du savoir comme question postmoderne. Or, aujourd'hui, ce qu'il nous faut bien questionner, c'est la condition du savoir et non pas la condition postmoderne, qui n'était après tout qu'un chimère, au même degré que la société dite post-industrielle dont parlait Daniel Bell aux États-Unis et Alan Turing en France. D'ailleurs, Lyotard se réfère à ces deux chercheurs dans son rapport. C'est la raison pour laquelle on tente d'établir un nouveau rapport sur le savoir 40 ans après. Je récuse la question de la crise des récits, la question des jeux de langage et la question de la légitimation. Si les deux premières questions ne sont pas de vraies questions en 2019, et peut-être elles ne l'étaient pas non plus il y a 40 ans, la question de la légitimation se pose tout à fait autrement, car désormais ce qui est gravement en cause, au-delà de la question de la post-vérité, je crois, c'est la distinction entre le savoir, l'opinion et le dogme. Il n'est plus question de, je cite Lyotard, qui décide ce qu'est savoir et qui sait ce qu'il convient de décider, fin de citation. Il est plutôt question de qui décide malgré et contre ce qu'on sait. L'une des hypothèses de Bernard Stiegler, lecteur critique de Lyotard, ainsi que du collectif Internation Geneva 2020, est que nous vivons à l'âge de la prolétarisation généralisée, c'est-à-dire la perte des savoirs. Et si cette perte des savoirs au XIXe siècle concernait en général la classe ouvrière, ce qui a été très bien décrit par Marx, la classe ouvrière qui perdait son savoir-faire à la suite du développement machinique,
Cette perte concerne aujourd'hui toutes les couches de la population. Et là, quand même, il faut rappeler le manifeste du Parti communiste, où Marx et Engels posent que la prolétarisation se recrute de toutes les couches de la population. Il s'agit de la perte des savoir-vivre, ainsi que de savoir théoriser et savoir concevoir. Dans le contexte de cette perte, le grand mérite de Lyotard est d'avoir souligné que le savoir ne se réduit ni à la science, ni à la connaissance. Le savoir ne se réduit pas au knowledge, en tant que capacité purement cognitive que l'on peut quantifier, c'est-à-dire qui remonte, qui vient de ce que Kant a défini en tant qu'intellect, à la différence de la raison. Le savoir se forme et se lie avec leur coutume, dit Lyotard. C'est-à-dire, on pourrait ajouter, le savoir est toujours plus ou moins local et il doit être transmis. Le savoir, qui ne se transforme pas à travers cette transmission, qui est toujours intergénérationnelle, disparaît, y compris le savoir scientifique. Comme la science ne se réduit pas au calcul, cette transmission ne se réduit pas à la question narrative, je crois. Que la science est d'origine en conflit avec le récit, comme nous le dit Lyotard, soit une hypothèse difficilement soutenable. La fameuse crise des métarécits, tant débattue, n'a été après tout que la crise d'une certaine forme de la philosophie, une forme très datée d'ailleurs et simplifiée à l'extrême, tout comme la fameuse hypothèse de départ du rapport. En simplifiant à l'extrême, on tient pour postmoderne l'incrédulité à l'égard des métarécits. Or, je dirais que dans ce récit sur la crise des métarécits, ce n'est pas tellement la philosophie telle que l'imaginait Lyotard qui est au cœur du problème. La question de la crise ou de la fin de la philosophie a été posée de manière beaucoup plus pertinente par Heidegger, par exemple, qui argumentait déjà dans les années 50 que cette fin de la philosophie constituait la tâche de la pensée et que cette tâche portait essentiellement sur la cybernétique. Interrogé par Der Spiegel 3 ans avant la publication de la condition postmoderne, Heidegger précisait que la philosophie se dissout en sciences particulières, la psychologie, la logique et la politologie. Et à la question du journaliste et qui prend maintenant la place de la philosophie, Heidegger a répondu avec un seul mot, la cybernétique. Et c'est précisément ce rapport entre la philosophie qui est devenue la tâche de la pensée et la cybernétique qui a remplacé la philosophie qu'il nous faut faire face à l'époque de l'automatisation comme la dernière phase du développement de la cybernétique que la philosophie dite postmoderne ou poststructuraliste a très largement méconnue. Lyotard avait raison. La question du savoir à l'âge de l'informatique est plus que jamais celle du gouvernement. Mais à vrai dire, nous ne pouvons mesurer le sens de cette phrase qu'en se rappelant que kybernétique en grec, c'est bien gouverner. Merci.